Vous êtes sur la 96.3 FM for You Media Africa. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Regard panafricain. Le drapeau français ne flotte plus à Cambouézin au Burkina Faso. C'est la fin donc de la force française sabre dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui, depuis l'arrivée au pouvoir du président Traoré, en tout cas semble prendre ses distances avec Paris. En tout cas, si on le voit bien, on l'observe sur certains points. Mais plusieurs faits l'attestent. La suspension, déjà, vous vous souvenez, du média français RFI en décembre dernier, c'est-à-dire décembre 2022. L'expulsion de l'ambassadeur de France dans le pays qui était déjà devenu indésirable, et maintenant le retrait des troupes françaises déployées bien sûr dans le pays après que les autorités burkinabées aient demandé au moins ce départ avec un délai d'1 mois. C'était donc au mois de janvier, le retrait de ces troupes dans le pays dans un délai d'1 mois. Paris avait alors annoncé avoir pris acte, sauf qu'à l'annonce de cette décision, certains analystes avaient prédit la résurgence du terrorisme dans le pays. Et c'est alors que vendredi dernier, lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le nord du pays, au moins 51 soldats ont été tués. Alors avait-il raison? Était-ce une erreur, comme certains le disent, pour Ouagadougou de mettre fin à cet accord, on va le dire comme ça, de défense, parce qu'on va également y revenir avec l'armée française, comme l'estiment donc ces personnes-là. Et puis, quelle est la symbolique autour de cette décision aujourd'hui du Burkina Faso de demander le départ de la force française dans le pays? Le bilan est bien lourd, cadencé. Au moins 50. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Regard panafricain commence sur For You Radio, la 96.3 FM. Notre invité, le président Mbanda Kani. Vous êtes un homme politique, vous êtes également président du nouveau mouvement populaire au Cameroun. Vous êtes surtout un grand panafricaniste. On vous connaît également sur cette casquette ô combien, bien sûr, honorable. Bonsoir, président. Bonsoir, madame Manuela Siquin. Je pense que les hommages vous sont dus aussi. Parce que il n'y a pas de panafricanisme sans ses bases médiatiques. Il s'est construit, quand on parle du renouveau panafricaniste, oui, grâce aux médias. Tout à fait. Donc, alors ça a fait émerger une nouvelle génération de journalistes qui a rompu avec la conception coloniale de votre métier. Et c'est à tout votre honneur d'avoir inventé un nouveau type de journalisme qui n'est pas à la portée de beaucoup de personnes, même quand ils sont présidents de la France. Merci à vous, président Mbanda Kani. Et justement, peut-être on va dire un mot, puisqu'on a parlé de médias. Vous avez suivi un peu le dernier sommet de l'Union africaine? Oui, pas de très près, parce que oui, je n'accorde pas beaucoup d'importance. Oui. L'Union africaine, ce n'est pas une organisation africaine. Elle n'est africaine que de nom, la preuve. Apparemment, il y avait même plus de blancs dans la salle que d'Africains. Donc, ça veut te dire, ils sont payés les salaires et les charges de fonctionnement sont pris à près de 70-75% par l'Europe. C'est une honte pour l'Afrique. Donc, ce n'est pas une organisation africaine. Le problème de financement qui a d'ailleurs été posé. Oui, le problème de financement et l'approche extrêmement domestique des enjeux panafricanistes ou panafricains par la direction de l'Union africaine, son parlement, et même le président, dans une certaine mesure, même si à ce niveau, on observe des évolutions ces derniers temps. Oui, je vous disais justement tantôt, puisqu'on parlait de médias, de ce côté-là, c'est toujours le Premier ministre éthiopien, d'ailleurs il avait également dit l'année dernière, toujours à l'occasion de ce sommet, il a plaidé pour un média continental, un média voire panafricain, justement parce que selon lui, il faudrait que l'Afrique ait aujourd'hui sa voix, que l'Afrique impose son récit, s'il faille
bien sûr répéter ces mots parce qu'il dénonce effectivement la désinformation aujourd'hui avec les médias, certains médias occidentaux. Alors il a plaidé pour un média continental qui sera propre, peut-être dirigé par l'Union africaine, en tout cas un média continental qui sera la voix de l'Afrique face aux médias mainstream. Si c'est un média qui est placé sous la coupe institutionnelle et éditoriale de l'Union africaine, ça ne sert à rien. Oui, ça ne servira à rien. Oui. Vous savez, Manuela, c'est que la dynamique médiatique qui a apporté le renouveau panafricaniste, ce n'est pas quelque chose qu'on s'est assis dans une chambre pour décider de l'émergence. Exactement. C'était un combat. Oui. C'était un combat, c'était un engagement avec le risque qui vont avec. C'était un sacerdoce. Tout à fait. Alors, les démarches trop institutionnelles qui sont le propre de l'Union africaine et des présidents africains sont incompatibles avec un véritable combat panafricaniste. Donc, si l'Union africaine veut se doter d'un média, ce n'est pas un événement. Ça ne va pas... Parce que le CACAN, n'est-ce pas, les salaires sont payés par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui va dicter la norme. La norme. Et la logique. On va assister à un panafricanisme frélaté, c'est pas trop sérieux, de responsable, de bêtises comme ça, qui sont une façon de masquer la tendance à être des collaborateurs de l'Occident. Donc pour moi, ce n'est pas une annonce qui m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui. Voilà, de toutes les façons, on ne sait pas si les chefs d'État africains vont écouter cette fois-ci la voix du Premier ministre Abiy Ahmed, qui justement, lui, est victime, son pays est victime de cette campagne, de désinformation, surtout lorsque cette guerre qu'il opposait aujourd'hui avec les rebelles du TPLF. Des lignes éditoriales ça ne se cache même pas. Quand vous regardez les journalistes occidentaux aujourd'hui, vous demandez, mais ce sont plus les journalistes, ce sont des militaires. Il y a une discipline militaire dans les médias occidentaux qui participent à mentir pourvu qu'on défende les intérêts de l'Occident. Donc si les Africains veulent, si les dirigeants africains comprennent la nécessité de mener la bataille médiatique, il faut un cadre géopolitique, il faut un cadre normatif qui permet l'émergence d'un véritable média de combat, parce que l'Afrique est un combat. Alors venir jouer au sérieux institutionnel, mais pendant ce temps, tous les médias occidentaux mainstream ne blaguent pas, ne jouent pas. Ils ont des médias africains qui émergent, il y a des médias, For You est là, d'autres médias sont là. Il faut seulement organiser un cadre où on peut mieux dynamiser cette action, n'est-ce pas, dans la perspective qui est indiquée par le Premier ministre éthiopien. Mais vous savez que ça, l'Union africaine ne peut pas le faire. On va couper leur salaire. Voilà, donc c'était, on va le dire comme ça, notre thématique d'accueil. On prend la transition, ensuite on aborde le sujet principal. Voilà, donc les forces françaises ont quitté, du moins le Burkina Faso. L'annonce a été faite il y a seulement, on parle de dimanche, hier, lundi, en tout cas dimanche et lundi. On le sait déjà, des relations entre la France et bien sûr Ouagadougou diplomatique. Donc on va essayer en tout cas de comprendre tout cela. Déjà, président Badakani, que symbolise une telle action de la part des autorités du Burkina Faso? C'est vrai, elle avait annoncé, la France avait d'ailleurs pris acte, elle a annoncé avoir pris acte, et aujourd'hui c'est déjà effectif. Moi je suis surpris de voir la réaction des Africains au noir masque blanc qui racontent des histoires. Vous croyez que les dirigeants militaires d'un pays peuvent se lever un matin comme ça par pure fantaisie alors qu'ils font face à des attaques terroristes extrêmement gravissimes, dénoncer un accord comme ça, c'est pas un jeu. Il y a très longtemps, nous le savons, nous avons fait des débats, on l'a dit, que les autorités, l'état-major militaire du Burkina Faso et les militaires burkinabés savent très bien que la France joue un très mauvais rôle dans ce qu'ils appellent la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que les militaires prennent sur eux de demander le départ de cette base-là, de ce contingent, 400 soldats, en plus des forces spéciales. En plus. Oui. Alors on se demande bien que leur présence sert à quoi, puisque ça n'empêche pas
les terroristes de gagner du terrain. Au contraire. Donc, on imagine que pour les autorités du Burkina Faso, l'une des causes majeures du terrorisme, c'était la présence de cette base-là. La présence de ces militaires français sur le terrain. Non pas, vos États vont s'effondrer par rapport au terrorisme, parce que justement, c'est elles qui organisent, c'est la France et d'autres l'Occident qui est derrière tout ça. On connaît la trajectoire, on connaît comment ça s'est passé, l'histoire de cette affaire, comment ça a été monté. Madame la sécurité parvenue dessus, on a expliqué que ça fatigué. Dès la chute du mur de Berlin, l'Occident c'est comme ça que l'Occident décide de créer le terrorisme. Il s'agit de convertir simplement tous les armées, n'est-ce pas, pseudo-islamiques qu'on a fabriquées pour aller faire la guerre en Afghanistan. Soit défendre l'Afghanistan contre le communisme. Alors, toutes ces bandes armées qu'on a fabriquées, qu'on a formées par l'entremise de M. Ben Laden, qui était le superviseur en chef. Mais qu'on a présenté en tout cas. Le mercenaire en chef, oui. Après, quand le mur de Berlin tombe, il faut bien trouver un nouveau travail pour ces gens. Aussi simple que ça. Il faut leur trouver du travail. Surtout qu'après Ben Laden, lui, c'est découvre une autre mission. Il décide qu'il faut chasser les impies des lieux saints, l'Arabie Saoudite. Donc, avec tous les moyens qu'il avait, il décide d'engager une guerre contre la famille royale en Arabie Saoudite, qui, elle, est protégée par l'Amérique, ou est la contradiction. Il crée Al-Qaïda, avec toute l'expérience accumulée, tout le savoir-faire qu'il a accumulé pendant très longtemps. Il va engager une conversion, n'est-ce pas, de cet arsenal terroriste, n'est-ce pas, qui a été fabriqué, financé et entretenu par l'Occident. Et c'est comme ça donc que les services secrets américains donc géopolitisent le terrorisme. Il y a des... allez lire les propos de Wesley Clark, allez lire les Wikileaks, le rôle de Clinton, allez lire ce que va faire le rôle de Mike Cain, l'ancien héros de guerre, tous ces gens-là. Comment ils vous disent comment on l'a fabriqué, l'État islamique, comment tout ça a été créé pour des raisons géopolitiques, Manuel Asiki. Lorsque aujourd'hui, par exemple, c'est démontré maintenant que par exemple, les attentats du 11 septembre aux États-Unis, ça a été l'œuvre des forces spéciales américaines. On n'a qu'à voir comment l'immeuble s'est effondré. Vous êtes avec tous les ingénieurs en bâtiment, ils vous disent que ça fait sourire quand on accuse les gens. Un immeuble qui subit une attaque ou une bombe ne tombe pas comme ça. Ne tombe pas comme ça. Ça a été bien dynamité, tout ça a été organisé. Alors quand des gens vont jusqu'à la protection occidentale, contre l'implication de ces pays-là dans la fabrication d'un salafisme extrémiste qui va servir de couverture à ce qu'on appelle la djihadisation. C'est-à-dire que déguiser les mercenaires blancs, on les mettre des barbes pour qu'ils apparaissent comme étant des djihadistes. Employés dans son armée vont se retrouver au chômage avec une grande expérience militaire, mais en plus la guerre contre Kadhafi va servir de prétexte à la création d'armées informelles, de grandes armées informelles. Alors une fois que Kadhafi est mort, qu'est-ce qu'on fait? On les a juste retournés, on les a canalisés, n'est-ce pas, dans le Sahel, pour les besoins de la cause, recoloniser l'Afrique, en particulier le Sahel, reconstruire le vieux projet français qui est c'est vieil comme le projet de fédérer les communes du Sahel, c'est un vieux projet avant les indépendances, refaire ce projet-là, à savoir confisquer, capter toutes les ressources du Sahel. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autres explications. Alors, dans ces endroits-là, évidemment, on va vous dire oui, il y a une mosaïque tribale et religieuse qui est explosive. Mais c'est la même chanson. C'est ce qu'on justement. C'est la même chanson qu'on rencontre. On vous dit non, il y a les trafiquants, ils vendent de la cigarette et la drogue. Ça fait rire. Je dis que c'est une plateforme de vente de drogue. L'Occident, il n'y a pas un terrorisme aussi organisé, n'est-ce pas, que ce qu'on voit dans les pays africains. Alors que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on estime qu'il n'y a pas de guerre religieuse d'abord ou tribale, ce qui resterait à démontrer d'ailleurs au regard des irrédentismes corses, irlandais et tous ces, que ce soit catalan en Espagne. Vous voyez que le tribalisme, c'est pas seulement en Afrique, ça continue, mais en plus de ça, ce sont dans les banlieues. La misère, l'extrême pauvreté, même c'est comme ils appellent la dégénérescence, n'est-ce pas, mentale, des centaines de milliers de personnes qui se livrent à la drogue, à tout ce le trafic. On a dit que pourquoi dans ces pays-là, le terrorisme n'explose pas?
puisque c'est ça les facteurs, d'après eux, qui justifient les montées terroristes. C'est du n'importe quoi. Que toutes les conditions sont réunies. Oui, du n'importe quoi. Pour que, voilà. Et là-bas, chez eux, quand tu utilises seulement un couteau pour tuer quelqu'un, on tabac. On tabac, il n'y a pas le droit de l'homme, il n'y a pas de tribunal pour tuer machin comme ça. On les abat. Donc, quand c'est ici, on dit non, vraiment, il y a une complexité tribale et religieuse. Et maintenant, le salafisme extrémiste est venu activer ça, n'est-ce pas, depuis les insurrections algériennes, en passant par la chute de Kadhafi, etc. Donc, on justifie, jamais on ne met en avant la responsabilité de l'Occident dans la création, n'est-ce pas, du phénomène terroriste, alors que tous les informations, c'est détaillé, comment on a créé, comment on fabrique les terroristes, comment on fabrique aussi les virus. On fabrique, ça c'est encore un autre débat, effectivement. Voilà. Tout à fait. Président Bandakani, alors effectivement, cette question nous amène à nous interroger une fois de plus sur les accords de défense. On a fait plusieurs débats là-dessus, plusieurs discussions justement sur ces accords de défense aujourd'hui qui lient l'Afrique à la France. A disparu. Les gens n'ont plus, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'électricité, les entreprises ferment et délocalisent aux États-Unis. Oui, donc quand vous êtes protégé par quelqu'un d'autre que vous-même, vous le payez très dans la métropole. Donc, un secret de coopération qui, j'espère, servent de cadre politico-juridique au maintien des bases militaires. Or, ces bases militaires n'ont jamais été créées pour protéger l'Afrique. Elles ont été créées pour sanctuariser la division arbitraire du continent africain par l'érection des frontières coloniales que vous connaissez. Oui. Elles ont été créées pour sécuriser les routes, on appelle ça, les routes qui permettent l'évacuation des matières premières. Elles ont été créées pour donner les bases à l'Occident pour leur déploiement militaire dans le cadre de leur expansion mondiale et de la protection de leurs précarés. Ça a été créé, n'est-ce pas, dans le but de mieux contrôler les pays africains et les dirigeants. On est là, c'est que vous voyez très bien que dans tout ça, il n'y a jamais eu, en réalité, un vrai projet de protéger. Jamais. La preuve. Ni les conditions objectives matérielles. Balancer des portes ou quoi, qu'ils n'ont pas des arguments. On recolonise, on dit bien recoloniser. En faisant quoi? Ça suppose que la colonisation, la première colonisation, n'a pas rempli toutes les attentes. C'est pour ça qu'on recolonise. Alors la recolonisation va réussir en s'appuyant sur déjà les acquis coloniaux qui sont là, les bases militaires, entre autres. Alors ces accords, c'est que les coopérations, elles sont à dimension culturelle, elles sont politiques, elles sont éducatives, n'est-ce pas? Elles sont monétaires, elles sont sanitaires. Je crois que c'est 11 types d'accords, parmi lesquels les bases militaires. Le concept même des accords, c'est que les coopérations trahit tout ce qu'il y a derrière. C'est quoi un accord, c'est que les coopérations qui sont signées pour la plupart avant que l'indépendance ne soit proclamée. C'est-à-dire que la condition d'indépendance était la signature de ces accords. La signature de ces accords. Donc, ça veut dire que tous les avantages, en tout cas. Il n'y a jamais eu d'indépendance. Ça veut dire. Vous êtes indépendant si vous ne remettez pas en cause des accords de coopération. Donc vous ne serez jamais indépendant. Parce que ces accords ont été faits pour liquider le contenu réel des indépendances. Donc c'est ça, dans la présence militaire française particulièrement, c'était pour sauvegarder le précaré français, au temps de la D, le précaré français, au temps de la guerre froide, la France s'est vantée d'être le trait d'union de jouer un rôle, un rôle moyen entre d'un côté une zone d'action culturelle. Le chef de la France venait de l'Afrique. Donc c'est le maintien des bases militaires servait d'abord à ça, à dissuader d'abord toute velléité d'émancipation de la part des Africains. Parce qu'il y a un parapluie militaire qui est à votre tête, vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Bien sûr. Il y a ça. Mais maintenant, quand la guerre froide finit, et il y a des changements géopolitiques au niveau mondial, la France a de la peine à s'adapter. Parce que la mondialisation n'a jamais été préparée à anticiper sur ces changements-là. C'est le problème qu'elle a aujourd'hui. Elle est restée un colon brutal, n'est-ce pas, un colon du 19e siècle, utilisant les mêmes méthodes. Alors que ses collègues européens ont évolué, ont transformé la colonisation directe à l'état brut en une colonisation économique, culturelle et d'une certaine morale. Et entre-temps, ont développé les capacités économiques quand même qui les permettaient plus ou moins de supporter les changements internationaux. Mais la France n'a jamais
développé une véritable industrie digne de son nom. Elle n'a jamais développé une capacité monétaire digne de son nom parce que tout, c'est l'Afrique qu'elle prend. Elle a maintenu les monopoles coloniaux sans pratiquement rien changer, pendant que les populations africaines croupissent dans la misère et sont bloquées dans leur perspective d'émancipation politique, culturelle et sociale. La France, elle croit que non, c'est avec ça qu'elle va maintenir son rang. Eh bien, elles l'ont rattrapé par l'histoire. C'est le problème. Parce que maintenant la Chine est entrée. Voilà. Oui, la Chine a aussi entré. Vous pourrez, sauf que vous avez développé d'autres moyens de vivre avant. Mais la France n'a jamais pensé à ça. Ces dirigeants n'ont pas la compétence et les capacités intellectuelles, morales et politiques d'anticiper une vie sans les colonies africaines. Mais expliquez-moi ça. Oui. 3 siècles, plus de 3 siècles de présence, où vous avez tout dans vos mains. Tout. Toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main, je dis tout. Toute la population. Cadeau, les matières premières. Cadeau, le sol, le sous-sol, les herbes, l'eau, l'air, le vent, tout, les montagnes. Cadeau, l'argent, cadeau. Mais vous n'avez rien laissé sur les territoires qui puissent amener les populations même à mourir pour vous. Et quand les Russes viennent il y a 2 jours, vous commencez à pleurer partout, vous faites le deuil, les veuves pleureuses comme si votre mari était mort. Donc c'est une honte. Donc c'est pareil, quand le Burkina Faso demande à cette base de parti que des petits Africains qui ne comprennent rien à la géopolitique et qui adorent Paris, peuvent adorer Paris, c'est le droit le plus absolu, mais qui se taisent, ils ne sont pas mieux renseignés que les militaires burkinabés. Effectivement, parce que prendre ce type de décision... Mais comment et vous savez que cette décision, aujourd'hui, lorsqu'on en parle, on dit, voilà, le Burkina suit les pas du Mali. Mais qui dit on essaye de rendre cela assez péjoratif, effectivement. Qui le dit? Une opinion fabriquée par Paris à travers ces trolls dans les réseaux sociaux. M. Macron a décidé d'investir. C'est une guerre. Il n'a pas caché au pour fabriquer des trolls, des faux profils Internet, pour soi-disant casser la dynamique. Les personnes ont été ramenées à ce niveau. Regardez les soldats burkinabés quand on les enterrait, quand ils mouraient. Mais Manuel, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Le capitaine Traoré est le produit de cette situation désastreuse, lui et sa génération, qui ont dit que plus jamais. Et ils savent, ils ont des informations. Ils connaissent tout ce que la France faisait là-bas. Surtout que maintenant, on a découvert que le Burkina Faso a un sous-sol très très riche. Comme par hasard. Les endroits où les touristes opèrent, c'est toujours sur les c'est toujours là où il y a les sous-sols. Des territoires très très riches dans le sous-sol. Ça va être dur pour un départ, mais c'est une très bonne niveau militaire. Et surtout la coopération sud-sud entre ces 3 pays-là, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. À court, à moyen terme, ça va donner des résultats. Vous êtes également revenu là-dessus. C'est des analystes, je vais le dire comme ça, ou alors observateurs qui ont réagi après l'annonce de Ouagadougou qui justement a demandé le départ de ces forces françaises du territoire burkinabé. Eh bien, vendredi dernier, parce que selon eux, il faut le dire, la France assurait la sécurité justement dans ces pays-là. Et vendredi dernier, on a eu 51 soldats qui ont été bien sûr tués du côté du Burkina Faso. En attendant, donc tout à l'heure, on va prendre justement un élément de Guinée qui est revenu sur ces détails-là. Président Banakani, des soldats, encore 51 soldats tués dans le nord. Je pense bien, oui, du Burkina Faso, encore une tuerie. Et ces derniers, justement, prennent à témoin cet événement malheureux pour dire que le départ des forces françaises va fragiliser la région. C'est le scénario, mais c'est normal. C'est normal que le parrain des terroristes et leur protecteur les pousse à tuer ou se faire désirer. Se faire désirer. Comme une femme qui veut se faire désirer. Vous vous faites désirer, vous montez les enchères. C'est évident que le territoire n'est pas encore totalement sous le contrôle des militaires. C'est normal. Donc, il y a plein d'espaces où la France peut faire son cinéma, mais c'est une question de temps. Les Burkinabés, à l'heure actuelle, on est à près de plus de 10 000 morts, Manuel a cité. Civils et militaires. Oui. Donc, pas comme si quand la France était là, il y a eu 10 000 morts. Moi, je réponds à ces messieurs-là, qui n'ont même pas des faux Africains là. Quand la France était, il y avait 10 000 morts. 10 000. Alors si on a perdu 10 000 avec la présidence de la France, on peut sacrifier, on peut supporter quelques pertes pour redresser la barre et opérer une remontée en plus des forces armées du Burkina Faso. En tout cas, le Burkina Faso ne peut se défendre que par lui-même.
que la France a défendu l'Europe, qu'ils a défendu l'Ukraine. Comment des gens, eux-mêmes qui ne sont pas libres, peuvent vous libérer? La France, l'Allemagne, ce sont des sous-colonies américaines, même pas colonies, sous-colonies américaines. Les Américains pissent dessus, permettez-moi l'expression. Pissent dessus. Mais comment quelqu'un qui n'est pas libre peut prétendre te libérer, toi, de Manuel Azikiwe? Non, c'est de la sous-traitance, c'est du business honteux, géopolitique, pour gagner non seulement de l'argent et avoir sa part dans le partage qui se font tous les jours sur le dos de l'Afrique. Donc, ça va être dur. Sékou Touré a connu ça. Quand Sékou Touré a dit le fameux nom historique, qu'a fait la France? Ils ont déchiré les actes de naissance, ils sont même partis avec les cuillères, ils ont tout saccagé, ils ont dit que tu vas voir. Et comme d'habitude, ils ont organisé 17 coups d'État. Là maintenant, c'est le corps rendu, c'est eux-mêmes qui parlent, hein. C'est le bilan fait par le service secret français. 17 coups d'État auxquels a échappé Sékou Touré. 17 coups d'État. Mais pendant ce temps, on disait non, c'est un criminel, il veut de l'homme, il a tué Diallo Téli, il y a le camp Boiro. Mais à l'époque, on ne disait jamais qu'il faisait face tous les jours à des coups d'État. Parce qu'il fallait que la France lui fasse payer le nom historique. C'est quand même terrible. La France, malgré la guerre qui les a opposés à l'Allemagne, ils se sont donné la main, ils ont fait la réunification, la réconciliation franco-allemande, non? Et ils marchent ensemble dans le cadre de l'Union européenne. Pourquoi la France veut toujours punir les Africains et les pays africains qui font ce que la France a fait durant toute son histoire pour arriver là où elle est? C'est quand même terrible. Donc que des Africains, n'est-ce pas, qui n'ont pas honte, n'est-ce pas, veulent justifier le maintien de la présence française par des terroristes nourris et protégés par la France, ça fait rire. Moi, ça fait rire. Donc, les autorités du Burkina doivent maintenir le cap. L'option qu'ils ont choisie est la meilleure. Oui. Pas la meilleure. Ils doivent diversifier sérieusement leurs partenariats militaires, pas seulement avec la Russie, signer même avec les pays africains, comme ils ont en train de faire. Le monde est grand. Diversifier seulement les partenariats militaires et renouveler, n'est-ce pas, la stratégie antiterroriste, la manière d'aborder le terrorisme, n'est-ce pas, parce que un problème aussi qu'on a dans l'affaire, c'est que l'histoire du terrorisme est racontée par les Occidentaux, qui sont les créateurs du terrorisme. Il y a un problème. C'est un déficit en termes de conception que nous payons cher. On ne peut pas élaborer une véritable stratégie manuelle quand quelqu'un d'autre conçoit le récit du problème à votre place. Donc les Africains déjà développent une théorie du terrorisme. Du terrorisme et du terrorisme. Une théorie propre aux Africains, basée sur ce que les Africains ont observé. Pas laisser ce champ aux créateurs des terroristes qui sont dans un cadre géopolitique bien précis, qui a une chronologie bien datée, on sait quand ça a commencé, et quand le projet qui est derrière, la géopolitique du chaos, ce n'est pas les Africains qui l'ont inventé, ce sont les géopoliticiens américains. Et la géopolitique du chaos a un but bien précis. Il s'agit d'organiser le désordre partout. Vous venez maintenant mettre l'ordre dans ce désordre, au profit de l'Occident. C'est ça la géopolitique du chaos. Je caricature un peu. Et ça consiste à faire quoi? S'aimer la pagaille partout. Là où il y a le calme, on vient s'aimer le feu. Et on vient en sapin-pompier. Pompier. Alors on fait d'une pierre 8 coups. 8 coups. C'est ce que c'était fait au Sahel. Alors les États étant faibles, ok, venez, on va faire une stratégie globale de lutte. Mais derrière, Manuel Azikiwe, on dit que vous voulez lutter, signez d'abord ça. Signez ça. Le même Occident qui mobilise le ciel et la terre pour sauver l'Ukraine. C'est sérieux ça. Les Africains qui osent dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment on lutte. Vous voyez comment quand on veut, entre guillemets, en plus, parce que les Ukrainiens, tant pis pour eux, ils se sont fait avoir, c'est leur problème. Donc, vous voyez comment on se mobilise quand il s'agit de l'Ukraine. Les milliards pour eux. Mais quand c'est l'Afrique, on dit non, bonne gouvernance, les États sont mal gérés. Les États sont mal gérés. Une sorte de punition. Oui, les punitions sont mal gérées, n'est-ce pas? Vous êtes faibles. Alors que les États sont devenus faibles parce qu'on les a affaiblis dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Aux Occidentaux n'ont pas respecté les accords qu'ils ont signés avec les pays africains. Dans le cas de la France. La France, il y avait l'article 7 des accords monétaires, dit que quand il y a crise, la France a obligation de pouvoir en devise. C'est ça le but des garanties. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Elle n'a jamais fait ça, Manuel Azikiwe. Jamais fait ça. Donc vous voyez très bien que, pour essayer dans la pédagogie, vous voulez que votre enfant soit ingénieur. Vous ne le payez pas la pension. Vous ne lui achetez aucun livre digne de ce nom. À la fin de l'année, vous dites, monsieur, où sont tes résultats? Quand il échoue, vous l'insultez, que tu es un vaurien, tu es un feignant, tu me fais honte. Or pourtant, jamais vous n'avez payé la pension. Jamais vous n'avez investi sur le nécessaire pour qu'il puisse être ingénieur. C'est exactement la situation des pays africains.
Comprenez? On peut être très dur avec nos dirigeants, mais il faut être honnête. Ils partent de quoi? N'est-ce pas, de cueillir les mangues, alors qu'on va planter les pruniers. Quand vous regardez les pays africains, les conditions dans lesquelles ces pays africains abordent, n'est-ce pas, les indépendances, mais je veux vous dire, mais on a même beaucoup fait. Quel pays européen dans les conditions de l'Afrique aurait réussi? Aller en Europe, on appelle ça, parce que quand on parle de l'Europe, les gens voient seulement l'Union européenne, et parlons comme ça, l'Europe du Nord. Allez en Europe du Sud, vous allez voir des pays misérables. Allez en Roumanie, allez dans des pays... oui. Vous allez voir la misère, madame Manuela Sike. Mais pourtant, c'est les pays européens. Hein? Ce sont les pays européens. Donc, pour dire que, sans dédouaner les dirigeants africains irresponsables, il y en a, irresponsables, qui ne veulent rien faire, mais il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes, il y a des problèmes fondamentaux qui expliquent ce qui se passe. L'Europe, l'Occident, n'est-ce pas, ne peut pas laisser les Africains s'épanouir, parce que si ça arrive, ben, ils vont perdre leur train de vie et leur niveau va se transformer en parti politique. Elle a camouflé son déguisement désormais en parti politique à travers la notion de bonne gouvernance. Mais on sait très bien comment ça a été pensé, comment ça a été conçu et pour quel objectif. On n'a jamais laissé l'Afrique respirer. Ça fait des siècles, hein, on laisse pas l'Afrique respirer. On ne laisse pas le temps de se déployer. On laisse pas le temps aux Africains de souffler et avoir une possibilité de se projeter. Les gens sont toujours là, ils sont dans nos chambres, ils sont sur nos pieds, ils sont dans nos WC, ils sont sur nos lits, ils sont sur nos draps. Mais en même temps, ils viennent dire que non, vous êtes libres, vous êtes souverains, vous êtes des incompétents. Mais eux, avec leur indépendance et leur compétence, voilà leur pays, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont même pas de semences, ils n'ont même pas de lits, d'hôpitaux, n'est-ce pas? Ils n'ont pas tout ça. Et ils nous donnent des leçons. On a vu la crise ukrainienne, on a vu la crise du Covid. Donc vous voyez très bien, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui l'appauvrissement galopant des pays européens, des citoyens européens à aux États-Unis. Allez voir les endroits, les États où les images sont cachées. L'Amérique est une honte. Quand vous avez autant de richesses comme ils prétendent avoir, et avoir, n'est-ce pas, des millions de gens qui vivent dans des conditions infrahumaines, ben, ça fait pitié. Ça fait pitié. La question des sans-abri, d'ailleurs, c'est très grave. Interroge, hein, contrairement, bien sûr, c'est très grave. Alors, quand on fait de parler des sans-abri, la malbouffe aussi, l'obésité qui est une maladie nationale, qui est un problème de santé nationale, ça vient de quoi? Vous pouvez parler que de ça, je ne vais même pas aborder d'autres aspects qui sont graves. Gravissimes. Donc, pour dire que le Burkina Faso ont pris de bonnes décisions, sont dans une dynamique de... Et vous savez, quand vous voulez construire une maison manuelle, vous commencez par le toit. Bien sûr, il y a des fondations. La fondation. Ils veulent poser de bonnes fondations. Ils veulent poser de bonnes fondations, apprendre à se protéger eux-mêmes. Parce qu'en déléguant leur protection à la France depuis l'indépendance, ils ont vu ce que ça a donné. Ils ont vu ce que ça a donné. On a encore environ 20 minutes pour la fin de cette émission, mais on poursuit toujours. On rappelle la thématique à ceux qui nous suivent. Ce soir, on parle de la fin de l'opération Sabre du côté du Burkina Faso. C'est la force militaire française. Effectivement, il s'agissait de 400 militaires, comme l'a dit le président Badakane et notre invité. Ce sont des forces spéciales, alors ce n'est pas n'importe quelle force. La symbolique autour, justement, de ce divorce militaire aujourd'hui entre le Burkina Faso et la France, on en parle, mais on reviendra également sur un autre point. Le Burkina Faso a affirmé, en tout cas, qu'il ne s'agissait pas de rompre les relations diplomatiques avec Paris. Mais avant, revenons justement sur cet autre événement assez triste. On en a parlé tout à l'heure. Ces militaires qui ont perdu la vie, ces militaires burkinabés, on parle de 51 militaires aujourd'hui, du moins c'était vendredi dernier. Écoutons justement cet élément de Nguéné. Le bilan est bien lourd, cadencé. Au moins 51 soldats ont été tués vendredi dernier lors d'une embuscade tendue par des groupes djihadistes dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan provisoire publié lundi soir par l'armée burkinabé. À la fin de la journée de lundi, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés, indique l'armée dans un communiqué. Elle avait donné un bilan de 8 soldats tués lundi matin.
L'attaque en question a visé une patrouille militaire victime d'une embuscade vendredi dernier entre Déo et Oursi dans la province de Loudalan, région du Sahel, a précisé l'armée. Elle a ajouté que d'intenses combats avaient opposé les membres de l'unité militaire prise à partie à un groupe armé terroriste. L'armée affirme par ailleurs que les opérations se poursuivent avec une intensification des actions aériennes qui a permis de neutraliser une centaine depuis le début de la riposte. L'état-major de l'armée invite l'ensemble des forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui a permis d'engranger des victoires importantes ces dernières semaines. L'état-major appelle en outre les populations à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité en ces moments difficiles. Continuer la mobilisation, l'union sacrée autour des forces de défense, ne pas baisser les bras face justement à ces attaques terroristes. Président Bandakani, en tout cas du côté de Burkina Faso, malgré ces mauvaises nouvelles, on reste quand même le regard figé droit devant. On poursuit ses objectifs. Le président Traoré, en tout cas, il ne semble pas baisser les bras. Il veut continuer et on a l'impression qu'il y a une sorte de confiance en ce qui concerne ces autorités burkinabées aujourd'hui, malgré qu'on a encore jusqu'à présent des militaires qui tombent. Ben écoutez, Manuela Siké, l'important, vous savez, les mauvaises nouvelles masquent les bonnes. D'accord. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'abord eux-mêmes. Okay. Parce qu'avant ça, avant l'arrivée de ce président, ce jeune capitaine, il y avait un découragement dans le pays. On semblait être résigné devant ce phénomène. Mais depuis qu'il est arrivé, il y a un enthousiasme qui s'est traduit par le recrutement de 50 000 volontaires. Prêts à se battre. Maintenant, il faut les former, il faut donner les moyens, mais le fait d'avoir déjà 50 000 volontaires est la preuve qu'il y a une dynamique mentale nouvelle dans le pays. Il y a une nouvelle donne politique et mentale dans le pays. Et c'est le premier capital pour un pays qui est en situation d'affronter les terroristes, la force mentale et l'amour du pays. Vous voyez, il faut saluer le président, n'est-ce pas, d'avoir relancé cette dynamique dans le pays. Deuxièmement, sa démarche courageuse, il a convaincu le danger, la menace. Alors, évidemment, ça annonce une mutualisation des deux pays, ou bien des trois pays. Avec la Guinée. C'est une nouvelle dynamique, ça. Oui. C'est une dynamique, et c'est une dynamique qui montre que le capitaine est déterminé. Il n'est pas allé en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Il n'est pas allé ailleurs, il est allé au Mali. Parce qu'il connaît très bien le problème du pays. Il sait très bien qu'on parle en Côte d'Ivoire. C'est la base du terrorisme là-bas. Monsieur Ouattara, c'est un agent français, c'est même pas un président, c'est un agent. C'est un agent, c'est un militaire qu'on déguise en veste. Il est là pour exécuter les ordres qui lui viennent de l'Élysée. Donc il n'est pas allé au Niger. Il n'est pas là ailleurs. Peut-être qu'il faut qu'il aille en Mauritanie, on verra. Peut-être qu'il faut qu'il aille en Algérie, on verra. Mais le fait d'aller au Mali veut à ce niveau-là. Ce que je veux encore ajouter, c'est que quand même, près de 200 terroristes ont été neutralisés ces jours-ci. Oui, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Oui, bien alors oui, bon, on déplore ces 51 militaires qui sont morts. Oui. Mais il y a que de plus en plus, les terroristes sont traqués, le matériel est arraché, et on les repousse. Donc cette dynamique-là, il faut la maintenir. Je répète, ça va être difficile, il ne faut pas se leurrer. Ça va être difficile, mais ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront parce que les Maliens ont commencé aussi comme ça. Tout à fait. On commence comme ça. Et les résultats sont là aujourd'hui. Oui. Mais je vais dire un autre truc qui est plus important, c'est plus stratégique, Manuela Siké. Vous savez, vous voyez, je vais dire aux gens, regardez ça bien. Vous avez 400 forces spéciales qui sont logées au Burkina Faso, dans ce fameux camp, composé de forces spéciales. Vous avez près de 5000 soldats Barkhane, qui pour la plupart sont de la Légion étrangère. Alors, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Donc, les pays, ça veut dire que vous voyez très bien que vous avez la Légion étrangère, c'est un certain niveau. C'est un niveau d'exécution. Vous avez les forces spéciales qui sont là, qui sont mieux formées, mieux entraînées et qui demandent des directions qui viennent de plus haut, même si on va dire la même chose pour Barkhane. Vous ne voyez pas que les 400 soldats là, qui sont des forces spéciales, vous savez de quoi ils sont capables quand ils coordonnent leurs affaires avec Barkhane? Les opérations terribles peuvent se faire.
de déguisement. On peut tout faire dans la zone, sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Donc, pour rien que les dirigeants du Burkina ont peut-être décidé. Moi, avant ça, il y a 2 ou 3 ans, 4 ans, sous Roch Makaboré, oui. L'état-major burkinabé a fait un rapport au président pour dire que non, voici les causes du terrorisme, indexant clairement les Français. Mais comme c'était un Français à la peau noire, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, c'est pas aujourd'hui que ce problème se pose. C'est pas aujourd'hui. Les Burkinabés ont été même très patients. On sait depuis très longtemps au niveau de l'état-major militaire burkinabé, c'est même une des raisons de l'écart qu'il y a entre une certaine hiérarchie militaire burkinabé et ces troupes-là, et les capitaines comme... vous comprenez très bien ce qui s'est passé. Et deuxièmement, l'histoire du Burkina Faso, se comparer, est très explicative, ce que vit ce pays. Oui. Ce monsieur, mais le Burkina était la mecque de tous les terroristes africains. Ouaga était leur capitale. Pour se comparer à accueillir les terroristes, les recycler, les protéger pour le compte de Paris. Et quand Paris décidait qu'on va les envoyer à Sierra Leone, il les envoie. On envoie aussi les envois. Il était la plaque tournante à condition qu'ils n'attaquent pas le Burkina Faso. Dès qu'il tombe, le Burkina est en train de payer ce prix-là. Le Burkina paye ce prix quand vous avez été pendant longtemps la capitale, la mecque de toutes sortes de terroristes, n'est-ce pas? Mais il y a des conséquences parce que les gens sont habitués. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller où? C'est pareil aujourd'hui pour les forces Barkhane. Tous ces légionnaires qui sont en Barkhane là, il y a un problème en Nigeria. Je vous le dis, on ne parle pas beaucoup. Mais on n'a pas vu qu'ils rentrent en France. Je vous dis qu'il y a pratiquement toute une cité militaire dans le Sahel. C'est une ville militaire qu'elle a créée. 5000 hommes avec une logistique pas possible. C'est pas une garnison, c'est une unité qu'elle avait créée. Maintenant, tous ces gens-là, s'ils doivent rentrer en France, ça sera sur quel statut? C'est un problème qu'on n'aime pas dire. Quand c'est comme ça, mais il faut créer des foyers de tension partout, il faut les utiliser. Et il faut bien les mettre dans ce pour que sinon ils vont se révolter. Ça c'est bien compliqué à gérer. C'est comme quand à un moment donné, la France rentre d'Indochine, après les opérations d'Indochine, n'est-ce pas? Bien pour, elle a sous la main, n'est-ce pas, des militaires africains qui ont servi dans l'armée française en Indochine. Oui. Mais il fallait bien leur trouver du travail. Ça, c'est ce qui s'est passé. Bokassa est devenu président en Centrafrique, Yadema est devenu président au Togo, Kérékou est allé au Bénin. Vous voyez très bien comment on a recyclé. Eh bien, bon, quand lui devenait président, il ramassait ses anciens collègues, on les mettait dans l'armée, comme ça, ils travaillaient comme ça et tout. Et vous avez comme ça, n'est-ce pas, la France qui disposait d'un contrôle absolu des réseaux, qui d'après deviennent les réseaux focaux, et qui servent de base, n'est-ce pas, à cette France-Afrique militaire, qui permet de contrôler l'Afrique. Donc vous voyez que ce sont des phénomènes qui sont très enracinés. C'est très enraciné. Donc c'est un défi. Oui. Ce n'est pas le défi du Burkina seul. Les Africains qui bavalent feraient mieux de dire comment on peut aider le Burkina Faso. Ce n'est pas un défi burkinabé. Et nous avons l'assurance et la confiance que ça va aller. Ça va aller. Il faut effectivement aussi dire, en ce qui concerne ces militaires, parce que d'après les informations, il n'y aura pas de relocalisation de ces militaires français dans la région. On a souvenance que les fois précédentes, ces militaires, du moins certains, qui quittaient des territoires tels que, entre autres, le Mali, on nous disait que ces militaires ont été redéployés dans des pays tels que le Niger. Alors pour ces derniers, en ce qui concerne cette opération Sabre, on dit qu'il n'y aura pas de relocalisation et ils rentreront en France. Donc normalement ils rentreront en France. Oui. C'est pour ça qu'on voit la différence. On ne joue pas avec les forces spéciales. On voit l'importance justement de ce type de force, contrairement aux autres qui partent ailleurs. Bien sûr, vous vous souvenez, il y a une opération à la faveur, je crois, des opérations françaises en Syrie. Mais lorsqu'ils n'ont pas pu renverser Bachar, c'est posé la question de la reconversion de tous les djihadistes qu'on avait armés. Vous vous rappelez qu'à l'époque, M. Hollande disait, moi j'ai les djihadistes modérés, Obama a les djihadistes extrémistes. Ils n'ont pas eu honte de dire ça. Hein? Ouais. C'est clair. Mais quand les djihadistes modérés n'étaient plus utiles en Syrie, qu'est-ce qu'il a fallu? La France allait signer un accord secret avec l'armée irakienne qui consistait à les dévier là-bas et de les tuer. De les tuer même. Vous vous rendez compte? Donc vous voyez que le problème de recyclage
de ces armées informelles, quand la mission pour laquelle ils ont été mobilisés n'est plus d'actualité, c'est un problème sérieux, madame Sikri. Un problème sérieux. Ça fait 400 forces spéciales. Bon, elles vont rentrer à Paris, mais toutes les armées informelles que les Français ont créées partout en Afrique, là, les Occidentaux ont créé partout, que ce soit en Ouganda, en RDC, là, c'est grand là-bas, en RDC, vous avez tous ces gens-là qu'on a formés pratiquement en Libye. La Libye, c'est la base. Maintenant, on est en train de former combien en Ukraine. Quand la guerre finira, qu'est-ce qu'ils deviendront? Mais finalement, on va d'après vous, on va le conduire où? C'est comme ça que le terrorisme naît en Élastique. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas que les gens croient que c'est un jeu. C'est la logique, c'est une logique pensée par l'Occident. L'Occident a bien pensé. Et s'ils peuvent pas l'heure, on va chercher à les orienter comme fabrique en Ukraine là. D'ailleurs, il est aujourd'hui que plus la partie des armes données à M. Zelensky, comme c'est un corrompu, un drogué, il vend son marché noir. Il vend son marché noir. Mais après, ça va servir où? Ça va servir où? Mais les dirigeants occidentaux ont réfléchi à la question. La France est partout. Évidemment, ils vont chercher à dévier ça, comme d'habitude, en dehors de leur territoire. Et quel est le territoire le plus ouvert? L'Afrique. Ben, c'est l'Afrique. Donc, il nous faut réfléchir. Bon, malheureusement, si des présidents, dans leur obligés, sont obligés de faire des réflexions de cette envergure pour certains, ben, l'Union africaine, elle ne sert à rien. Il revenait à l'Union africaine de s'occuper de ce genre de travail. Mais que voulez-vous? S'ils parlent fort, on coupe le salaire à la fin du mois. On peut partir les petites filles. Voilà, on est presque à la fin. Avant de peut-être vous passer la parole pour le dernier mot, on rappelle justement aussi que les autorités du Burkina, c'était en novembre dernier, vous l'avez dit, président Bandakani, ils avaient lancé cet appel pour recruter les volontaires afin de renforcer les rangs de l'armée. Effectivement, on parlait de 50 000 volontaires, mais il faut également le préciser, il y en a eu plus, il y a eu 90 000 volontaires, hommes comme femmes. Voilà. Ils sont allés, on les appelle des supplétifs, ils sont allés, ils ont déposé leur candidature pour justement aller prêter main forte à l'armée du Burkina Faso et lutter contre le terrorisme. Et ça, ça signifie, en tout cas, ça révèle... Ça, c'est relatif important. C'est le plus important. Ça va aller. Il faut rapidement les former. Il faut, en même temps qu'ils font la guerre, le mécanisme pour les former pendant qu'ils sont au front. Il faut les former. Il faut, je l'ai dit, le Burkina des ressources pour soutenir une véritable diversification des partenariats, surtout au niveau militaire, c'est la priorité. Et puis ça va aller. Et puis la dynamique vraiment de fédérer les forces au niveau de ces trois pays, c'est du génie. Ils ne les arrêtent même pas les jacassements d'une organisation criminelle, il ne sert à rien. Le jacassement de la CEDEAO ne doivent pas arrêter cette dynamique. Est-ce qu'on doit justement le Burkina et le Mali, on sait, elle a déjà pris sa décision en ce qui concerne en train de suivre. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre également à ce que la Guinée le fasse, parce que on a l'impression que tout est coordonné et effectivement pour donner du sens à cette fédération, il y a un certain nombre